Il volto, il cenno, la voce di costume, nel cor mi desta un palpito improvviso, lo risente in ogni febbre il sangue, fra tutti i miei pensieri la cagion mi ricerca. Bonsoir chers amis et chers camarades. On vous a annoncé un plan pour la session de ce soir et je dis ça en vous remerciant d'être fidèle à combien là, c'est numéro 14 ou 13, 14 je crois, hein, de nos attelages de la confinitude. Et je suis aussi très heureux qu'on arrive à tenir ce rythme hebdomadaire, hein, qui est quand même serré. J'en suis très reconnaissant, et pas seulement pour des raisons techniques, à Philippe qui n'a pas que ça à faire, mais qui le fait très bien. Et je dis ça parce que j'ai vu que dans vos questions, vous dites souvent merci à vous, et ça me fait plaisir, ce vous collectif. Merci à l'équipe, merci de ce que vous faites. Je vois bien qu'on remercie aussi l'équipe. Donc, dans le plan, j'ai dit que c'est un plan en deux parties, c'est un peu plus simple. Premièrement, je voudrais résumer et pour les clarifier, pour pas qu'on se perde. La dernière fois, c'était un peu complexe et abstrait, surtout dans la partie proprement philosophique, qu'on se perde dans les feuilles et les branches et qu'on perde de vue la forêt, pour reprendre pour filer une métaphore un peu éculée. Et donc prendre un peu de recul. Mais entre-temps, j'ai vu de nombreuses questions, dont certaines exceptionnellement pertinentes, intéressantes et profondes. Et je dis pas ça pour passer de la pommade, vous allez juger vous-même. Or, je m'aperçois que je me proposais de répondre à ces questions à titre préalable, mais ça ne va pas se rajouter au plan, dans la mesure où, pour l'essentiel, le résumé auquel je vais procéder d'abord comme prévu nous permettra d'aborder des positions où l'on pourra répondre d'une manière plus claire à ces questions. Voilà, alors je vous rappelle que la dernière fois, si je mets de côté le très beau texte de Hugo Long et l'ombre, qui était un reliquat de l'avant-dernière session, nous sommes entrés un peu dans le vif du sujet de l'esthétique comme partie de la philosophie. Et nous avons posé tout de suite une question. Il a fallu pas mal pas de détours, mais de tâtonnements assez abstraits et éprouvants pour y répondre. C'est cette question, pourquoi l'esthétique? Pourquoi, dans une série de discussions philosophiques, pourquoi faire une place à l'esthétique? Est-ce que c'est comme ça, une invitée, comme on inviterait un urbaniste pour parler de la cité? Je n'en sais rien, moi. On a mis du temps à trouver la réponse. C'est que depuis sa fondation, la philosophie au sens strict, pas des idées profondes qu'on agite sur l'existence, sur le monde, sur Dieu, sur l'homme. Pour ça, je veux dire, bien avant Socrate, je l'ai dit et je le répète, les philosophies dites, les pensées dites orientales, hindoues, chinoises sont d'une profondeur souvent vertigineuse. Et je répète encore une fois que je préfère une pensée profonde, fût-elle non philosophique, par exemple religieuse, à une philosophie superficielle. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur quand je dis que c'est à partir du questionnement socratique que, je ne suis pas le seul à le dire, vous en doutez bien, que naît la philosophie au sens strict, c'est-à-dire où la réflexion porte moins sur les choses, les grands sujets que j'évoquais à l'instant,
que sur les mots par lesquels on les désigne, qui sont les mots de la tribu et qui supposent qu'on ait un accord entre nous avant de se tourner vers l'extérieur et de voir ce qui correspond à ce sur quoi nous nous serons mis d'accord. Or, dès son principe, au double sens de commencement et de moteur permanent, de relance permanente, principe, et d'origine, principe comme on dit le moteur à explosion, et d'origine, le commencement, Socrate, il ne faut pas oublier que l'inscription inscrite au temple de Delphes, et que Platon cite plusieurs fois, et en particulier dans l'apologie de Socrate, connais-toi toi-même. La formule s'adressant à celui qui vient pour autre chose que se connaître soi-même, pour demander à l'oracle s'il a raison d'entreprendre un voyage lointain ou de déclarer la guerre à Sparte, j'en sais rien. Vous savez que l'oracle se soucie peu de la question qu'on lui répond, il répond en général à tout à fait autre chose, comme au pauvre Oedipe. Oedipe était venu poser des questions sur ses origines, ça le tracassait, et voilà que l'oracle lui dit, toi, tu épouseras ta mère et tu tueras ton père. Oui, c'était pas du tout la question, la réponse à la question qui était posée. Or, Socrate, donc, rappelle que à chacun d'entre nous, l'oracle répond à titre préalable, si je puis dire, connais-toi toi-même. Or, il a fallu que nous passions par, non pas l'esthétique de Kant, du point de vue du syntagme, puisque Kant n'a pas écrit une esthétique explicitement, il a écrit la critique du jugement, qui est bien sûr la première esthétique philosophique systématique. Et c'est dans cette critique du jugement qu'avec l'introduction, dans sa dernière distinction de jugement, celle des jugements déterminants et des jugements réfléchis, Kant, au travers du jugement réfléchi, nous révèle tout d'un coup, là j'en arrive maintenant à l'essentiel que je résume, quitte à y ajouter quelques notions qui nous feront progresser dans le bilan, c'est que quand je dis ceci est beau, que ceci me plaît et que j'éprouve un plaisir esthétique, proprement esthétique, c'est-à-dire c'est pas le plaisir que j'ai à avoir acheté un ciseau qui marche bien parce que j'ai pu me couper les ongles sans me taillader les doigts, sans me faire mal aux mains et sans charcuter. Et là, je fais un jugement de valeur, n'est-ce pas? Ce sont de bons ciseaux, c'est un jugement de valeur, mais un jugement de valeur dont je peux rendre compte. Parce que, à la différence des jugements d'existence, ces ciseaux coûtent, je dis n'importe quoi, 10 €. Les jugements de valeur n'ont aucun sens si on ne les rapporte pas à une fin. Or, la critique du jugement est une esthétique doublée d'une téléologie. La téléologie est, dans la philosophie, la partie qui s'occupe de la réflexion sur la notion de finalité, des fins. Télone, c'est le même cas dans télévision, télémètre, c'est tout ce qui est au loin. La fin, c'est ce qui n'est pas là, c'est ce qui est là-bas. Donc, ce que Kant nous a appris de considérable comme avancée, en même temps d'assez, pas mystérieux, mais d'assez problématique, on n'en a pas fini, c'est dans le jugement réfléchi le fait que je fais un jugement de valeur, comme quand je dis voici de bons ciseaux, mais la différence capitale, c'est que tandis que pour les ciseaux, je peux expliciter la fin en fonction de laquelle je juge que ces ciseaux sont de bonne qualité, à savoir bien coupés, sans dommages collatéraux. Dans le cas de l'objet beau, j'éprouve un plaisir, mais si on me demande au fait quel désir est en train de satisfaire, je tombe des nues. C'est pas seulement que je ne sais pas de quel désir il s'agit, c'est que je n'avais même pas réalisé que l'objet beau me procurait un plaisir dans la seule et unique mesure où il satisfaisait un désir. À la limite, c'est l'objet qui m'a appris que j'avais ce désir. Il y a donc quelque chose de quasi humiliant
pour le sujet que nous sommes, pour la conscience, pour le sujet réduit à la seule conscience, abstraction faite de l'inconscient. Il y a quelque chose d'humiliant à ce sujet qui se veut dominateur et qui régit tout, un cogito tout-puissant, de réaliser tout d'un coup que l'objet en sait plus sur moi que moi-même. Voilà un désir dont je n'avais pas conscience jusque-là, mais c'est le fait de ressentir un plaisir qui me révèle que j'avais un désir. Car un plaisir, c'est un désir qui est en train de se satisfaire. C'est cette énigme que nous allons continuer à creuser. Et donc, vous voyez le rapport avec Socrate, avec le connais-toi toi-même. En réfléchissant l'objet, en l'interrogeant, puisque c'est ma seule piste, c'est mon seul lien, c'est mon seul témoin pour déterminer maintenant le désir qui est pour l'instant est à un stade totalement indéterminé. Je sais seulement que j'en éprouve un. Pour expliciter ça, je vous lis. Vous voyez, pour illustrer et pour reposer des abstractions que nous venons d'agiter, je vous lis deux extraits littéraires. D'abord, un extrait d'un roman de Julien Gracq qui s'appelle « Au château d'Argol ». Je vous montre ici la couverture, je crois qu'on le voit, voilà, aux éditions José Corti. Gracq a toujours été fidèle à ce petit éditeur qui malheureusement n'a plus le pignon sur rue en face de Luxembourg depuis que José Corti est mort, et il y a bien longtemps. Donc, dans Le Château d'Argol, qui est un de ses tout premiers romans, soit dit en passant, je vous passe le pitch. C'est un roman qui se passe presque tout entier dans un manoir de Bretagne qui appartient au héros du roman, Albert, qui est un blond passionné de philosophie, de beaucoup de choses, mais entre autres de philosophie. D'ailleurs, avant de vous lire le passage qui va nous ramener au jugement réfléchi, je vous lis ceci qui va sans doute vous intéresser. C'est assez rare, vous voyez. Julien Gracq est un des rares littéraires qui peut intégrer de la philosophie, même au sens abstrait, dans un roman, n'est-ce pas, sans que ça fasse cheveux sur la soupe. C'était surtout, comme on l'a vu, aux recherches philosophiques que son esprit s'était tout d'abord appliqué. À 20 ans, laissant de côté toute considération de succès ou de carrière, il s'était fixé pour tâche de résoudre les énigmes du monde, des sens et de la pensée. Il lut Kant, Leibniz, Platon, Descartes. Mais la pente naturelle de ses goûts le poussait vers les philosophies plus concrètes, et certains osèrent dire plus courageuses, qui, prenant le monde comme à bras-le-corps, généreusement et non contente d'y faire pénétrer le rayon de telle lumière particulière, comme Platon dans chacun de ses dialogues par exemple, lui demande au monde sa vérité et son explication totale, en le démembrant en ses parties composantes, comme Aristote, et non plus Platon, comme Plotin, comme Spinoza. Mais surtout, il s'était pris d'une curiosité passionnée pour le prince des génies de la philosophie, Hegel. C'est rare un roman, vous voyez. À ce roi de l'architecture et de la science des ensembles, à celui qui a découronné toute connaissance abstraite de sa gloire, à celui pour qui les plus brillants systèmes philosophiques, Spinoza, Leibniz, Platon, Aristote, les plus brillants systèmes philosophiques ne sont que les nébuleuses dont il compose sa gigantesque voie lactée. Il venait de lui vouer une prédilection énergique. Il tenait à dialectique pour ce levier demandé par dérision par Archimède et qui soulèverait le monde. Et il emportait Hegel dans son manoir solitaire de Bretagne. Comme à la veille des vacances, vous voyez, ça tombe bien, conseil de lecture, pour y remplir surabondamment les journées qu'il prévoyait mornes et arides d'une contrée mélancolique. Maintenant, j'en arrive au passage qui nous ramène au jugement réfléchi. Alors, je vous dis très vite un peu le pitch pour contextualiser le passage. Dans ce château, il a invité un ami, plutôt un ami qui s'invite, qui lui annonce son arrivée. Il va arriver avec une superbe femme. Il y aura donc 2 hommes et une femme. Tout ça est très banal pour l'instant. Et là, on est dans cette partie du roman où Albert, laissant tout le monde dormir, ils sont arrivés la veille, se promènent dans les bois, ces forêts d'arbres assez courts, avec vous savez, le vent en Bretagne empêche les arbres de prendre des tailles phénoménales, et il longe une rivière, et il est fasciné par le ciel renversé dans la rivière, jusqu'à ce qu'il voit tout d'un coup surgir dans le reflet son ami Herminien, qui était réveillé
et qui se promène lui aussi, mais de l'autre côté, sur l'autre rive de la rivière. Voilà, ça c'est le contexte dont je vous lis. À partir de là, tout est bien clair. Il avait découvert le sens réel de cet inconcevable paysage, le paysage qui se reflète dans la rivière, qu'il n'avait jusqu'alors considéré qu'à l'envers. Du fond de cet abîme dont le froid mortel mordait sa peau, monta le visage tremblant et humide du soleil. Les colonnades réfléchies des arbres, vous savez, reflet dans l'eau, les arbres, on dirait des colonnes. Les colonnades réfléchies des arbres s'ordonnèrent comme de lourdes tours, lisses et lustrées comme le cuivre, et du centre de ce péristyle renversé à la régularité solennelle, la face du ciel vint sous ses yeux et sous ses lèvres comme un gouffre miséricordieux et désormais immédiatement ouvert, où l'homme put enfin plonger, vous voyez la tentation de plonger dans l'eau, comme si on plongeait dans le ciel, n'est-ce pas? Plonger sans retour et satisfaire sans retenue ce qui se révéla à l'instant à Albert être son plus naturel penchant. Le mot est souligné, mais il vaut mieux ne pas se pencher, sinon on fait comme Narcisse et on se noie. Hein. C'est moi qui le rajoute. Bien. Une seconde, il ferma les yeux sous le charme de la terreur et du plaisir intense de la tentation de plonger. Hein. Et lorsqu'il les rouvrit, ses yeux, le rideau des arbres se déchira sous l'eau et l'image réfléchie d'Herminien, donc son ami, marchant sans effort sous sa surface, vint vers lui au travers même de ce monde à jamais interdit, et au milieu d'un tumulte d'effroi et d'extase qui fit refluer en une seconde tout son sang au cœur d'Albert, on entendit sonner distinctement les 10 coups d'une horloge. Quelques passages où il décrit Herminien, la tête nue et ses boucles brunes livrées au vent, il avait accroché à ses épaules un long manteau gris aux plis austères, desquels il était entièrement enveloppé. Je vous rappelle qu'Herminien est en train de marcher parallèlement à lui sur la rive d'en face. C'est une petite rivière, hein, pas très large. Son visage témoignait d'une exaltation fraternelle, et il sembla à Albert que cette image levée du fond des eaux lui sourit d'un sourire dont la fixité calme et méditative se situait dans une région inaccessible à tous les rapports humains. Comme portés par le réseau d'une musique exaltante, ses membres, les membres d'Herminien, paraissaient prisonniers des lois fatales d'un nombre, le mot est souligné, et sa démarche majestueuse au-delà de toute mesure et à tout moment visiblement orientée, sembla à Albert la matérialisation pour la première fois débarrassée de toute espèce de voile. Là, je m'interromps. Matérialisation de quoi? Écoutez bien. De ce que Kant a appelé, non sans mystère, une, soulignée, hein, finalité sans représentation de fin. Voilà. Donc ici, je restitue cette formule très célèbre de Kant, n'est-ce pas? Dans l'esthétique, la sensation qui nous met en rapport avec quelque chose de beau et le plaisir esthétique est produit par une finalité sans représentation de fin, exactement comme le jugement réfléchi. Je sais que j'éprouve un désir puisque j'ai un plaisir, mais je ne sais pas lequel. Une finalité, hein, tout se passe comme si il y avait une finalité, sans que je puisse dire, ben voilà, le but c'est la richesse, c'est la santé, c'est la sainteté, j'en sais rien, peu importe. Voilà pour le... Et enfin, un second texte beaucoup plus court, que j'emprunte à la préface écrite par pour un autre roman, qui est le plus connu de son auteur. Il s'agit d'Oscar Wilde, l'auteur anglais. Il s'agit du portrait de Dorian Gray, dont j'ai déjà dit dans un atelier qu'il n'avait jamais eu beaucoup de chance au cinéma, parce qu'on devrait en faire un film captivant. Et en fait, je n'ai jamais vu une réalisation cinématographique qui rende justice à cet livre extraordinaire. Je rappelle aussi le pitch, hein, pour ceux qui l'ignoreraient. Dorian Gray est un jeune homme d'une beauté inimaginable. Je rappelle qu'Oscar Wilde était homosexuel, il a même fait de la prison à l'époque pour ça. Des criminels de guerre étaient en liberté et on pouvait se procurer toutes les obscénités qu'on voulait sur les cartes postales, sur les boulevards de Londres ou de Paris d'ailleurs, mais par contre, il ne fallait pas être, en tout cas, homosexuel et surtout pas de flagrant délit. C'est le monde protestant, faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas se faire piquer. Donc, un jeune homme d'une beauté exceptionnelle,
et qui, au début du roman, est en train de se faire pourtraire par un peintre qui a un penchant pour lui, hein, et ce peintre fait un tableau mais tellement ressemblant, tellement fascinant d'identification au modèle, qu'une dimension fantastique commence à intervenir dans le récit. Le tableau progressivement se modifie, change. Chaque fois qu'il fait une mauvaise action dans la vie, le tableau se modifie. On voit un rictus apparaître sur la bouche qui était jusque-là angélique et parfaite, etc. Bref, le temps s'arrête pour le héros, Dorian Gray, qui ne vieillit pas. Le vieux rêve, vous savez, le vieux rêve de jouvence réalisé. Il ne vieillit pas. Mais le tableau vieillit à sa place. Voilà, c'est ça le pitch, n'est-ce pas? Maintenant, je vous dis, la citation, elle est très courte, c'est dans la préface où il y a un petit peu un manifeste esthétique, dont je vous passe le détail, mais qui a le mérite de comporter ceci, qui, si je le cite, va vous rappeler pas mal de choses qu'on a vues ensemble sur esthésis, la surface, l'apparence, ce que les sens nous montrent. On a vu l'abîme qu'il y avait entre le paysage, qui est un décor, et la nature, n'est-ce pas? La nature, c'est l'objet de la physique. Le paysage, c'est l'objet de la peinture ou de la poésie ou du sentiment. Ou du jardinier paysagiste. Mais là, on est dans l'art. Voici l'extrait de cette préface. Tout art est à la fois surface et symbole. Je vous avais dit la dernière fois, hein, que l'objet beau est celui qui reflète mon désir, qui exprime mon désir. C'est un moi collectif aussi, n'est-ce pas, qui exprime nos désirs. Donc, c'est l'objet qui est le miroir, n'est-ce pas? La surface du miroir. Vous vous rappelez le petit garçon dans le texte de Hegel qui jetait sur la surface immaculée de l'onde, qu'il a maculée par des cercles, justement, n'est-ce pas, en produisant des effets. Bref, donc tout art est à la fois surface et symbole. Ceux qui cherchent sous la surface le font à leurs risques et périls. Voilà quelque chose qu'il n'y avait pas chez Kant. C'est pour ça que je cite ce texte-là, pour pouvoir prolonger après notre réflexion, que Kant a eu le mérite d'initier. Kant dit, il y a un désir qui est en train de se satisfaire. Et après, rappelez-vous, dans son introduction, cette distinction capitale qu'il fait entre deux domaines dont les législations sont exactement inverses, le domaine de la législation par nature, qui est un mécanisme déterminant et même déterministe, qui fonctionne sur le mode Y égale f de x. Je le précise, que ici, je ne l'ai pas fait la dernière fois, mais quand je dis f de x, c'est extrêmement extensif, ça peut être un f statistique, hein. Si c'est dans la mécanique quantique, je ne suis pas tout à fait idiot. Un peu ignare, mais pas tout à fait idiot. Donc, et puis, à l'opposé, la législation par liberté. Mais comme je remarquais que les auditoires ont toujours tendance à confondre la liberté avec le bien, je rappelle que la liberté, c'est la liberté de faire le bien comme le mal. Sinon, ce n'est pas la liberté. C'est ce qui manquait à l'Antiquité, cette négativité, cette conscience du mal. Regardez, puisqu'on est en esthétique, profitons des grandes divisions de l'histoire de l'art dans l'esthétique de Hegel. Regardez la représentation du dieu, on l'a déjà vu dans les ateliers, des dieux dans la statuaire égyptienne. Ils sont colossaux, gigantesques, écrasants, hiératiques, immobiles. Ils sont là pour l'éternité et ils dégagent un mystère que presque aucun art, d'aucune autre culture n'a approché de cette manière, à part peut-être quelquefois la plastique de l'Afrique subsaharienne. Après la représentation des dieux, je passe au monde grec après l'Égypte, c'est une progression classique, les dieux sont beaucoup plus à la dimension de l'homme, au sens propre. Les statues font à peu près la taille d'un homme,
Mais c'est un homme encore idéalisé, il n'y a pas le négatif. Vous voyez, l'Apollon du Belvédère ou la statue de Jupiter, bon, c'est à chaque fois, ou d'Hermès, hein, c'est à chaque fois un homme idéal. Et puis la troisième étape, c'est le crucifié se tordant de souffrance sur sa croix. Donc vous voyez, là où Platon met la fin de la quête de la connaissance, le soleil dans le mythe de la caverne, nous avons vu que ça peut être, expression de Nerval, un soleil noir. Si on met la liberté à la place du bien, dont Platon dit que le soleil est là pour illustrer l'idée de bien, enfin pour exemplariser, symboliser l'idée de bien, si on met la liberté à la place du bien, il y a une possibilité que ce soleil s'éteigne. Je fais allusion aux quatrains archi-célèbres de Nerval, n'est-ce pas? Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, ça fait beaucoup de noir tout ça. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Mélancolie est en fait que le radical méla, qui veut dire noir, mélanisme, vous voyez, mélanome. Le risque est là. Donc, je répète, tout art est à la fois surface et symbole. Ceux qui cherchent sous la surface le font, vous comprenez mieux avec mon grand détour antérieur, à leurs risques et périls. Ceux-là aussi qui tentent de pénétrer le symbole, chercher à interpréter le symbole ou plonger en dessous de la surface, n'est-ce pas? C'est courir un risque. Et c'est la phrase qui termine ce court extrait, c'est le spectateur, c'est-à-dire vous, moi, n'importe qui d'entre nous. C'est le spectateur et non la vie que l'art reflète réellement. La vie, laissez-la refléter par de bons journalistes, de bons reporters qui sont là pour parler de la vie au sens réalistique, si je pouvais faire cette redondance, n'est-ce pas? Mais dans l'art, c'est d'autres aspects de la vie qui se manifestent, c'est que l'art est à peu près le seul à évoquer, n'est-ce pas, via le symbole, via l'ordre symbolique. Donc je répète cette citation sans l'interrompre maintenant, tout art est à la fois surface et symbole, ceux qui cherchent sous la surface le font à leurs risques et périls, ceux-là aussi qui tentent de pénétrer le symbole, c'est le spectateur et non la vie que l'art reflète réellement. Alors, à partir de là, je vous lis les questions qui m'ont été, voilà, les trois questions que j'ai sélectionnées, consécutives à notre dernière séance. La première est de Ludovic Godard-Cadillac. Je me permets de la lire entièrement. J'espère que je ne lui fais pas violence. Bonjour, je crois que je saisis avec difficulté la distinction entre jugement analytique et jugement synthétique. Vous voyez qu'on révise la dernière fois. Et vous voyez que vous n'êtes pas les seuls, parce que lui, il le dit, la gentillesse de le dire et l'honnêteté, c'est ceux-là qui font des progrès. Mais je suis sûr qu'il n'est pas le seul à ne pas comprendre d'emblée cette distinction capitale. Je rappelle que c'est la distinction que Kant fait dans la critique de la raison pure et non pas dans son esthétique. Hein. C'est la distinction des jugements réfléchissants et des jugements déterminants qui est plus importante. Donc je répète, bonjour, je crois que je saisis avec difficulté les distinction de jugement analytique et jugement synthétique, et cela malgré les diverses vidéos qui abordent ce sujet. Donc voilà quelqu'un qui a fait un effort, qui est revenu, qui a revu la leçon, et pour qui il y a toujours des zones d'ombre. Alors voici ma question. La proposition suivante est-elle un jugement analytique ou synthétique? J'aimerais ici que mes nombreux interlocuteurs versés dans les sciences dures soient attentifs à ce qui suit. La proposition suivante est-elle un jugement analytique ou synthétique? Voici la proposition. La ligne droite est le plus court chemin qui relie un point à un autre. Voilà, un grand classique de la géométrie classique d'ailleurs, n'est-ce pas? Et il répond, vous voyez, il résume le cheminement qu'il a fait en tentant de répondre à cette question. Spontanément, j'aurais dit qu'il s'agissait d'un jugement analytique, puisqu'il semble s'agir d'une propriété de la ligne droite. Donc,
quand j'ai la ligne droite, je regarde ses propriétés, comme, je sais pas, le triangle a la propriété que la somme de ses angles est égale à 2 droits, et ben la ligne droite a comme propriété qu'elle est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre. Mais un ami m'a fait remarquer que pour affirmer une telle proposition, à savoir que c'est une proposition analytique, il fallait considérer l'ensemble des trajets possibles et donc par là sortir du concept de ligne droite. Alors je réponds tout de suite, parce que je fais tout ça pour y répondre, tout en revenant au bilan donc, de nos avancées et en même temps, vous voyez, en les clarifiant, hein, c'est utile. Je réponds ici à Ludovic. Premièrement, bravo pour la question. Merci aussi d'avoir fait l'effort de donner un exemple et d'avoir, avec beaucoup d'honnêteté et de courage philosophique, c'est une grande vertu le courage philosophique hein, en matière de connaissance, d'avoir lui-même concédé sa perplexité et même de donner presque l'impression d'avoir fait un contresens au premier abord. Et je félicite, si je peux me permettre, son ami. Il a un excellent ami, il a d'excellentes questions, il a un excellent ami, qui a eu bien raison d'attirer son attention sur le fait que la réponse dépend du trajet. Et là, pour ne pas compliquer, je vais donner un exemple très simple. Supposons qu'il soit avec moi dans un bateau, Ludovic, et que son ami, je dis son ami comme ça parce qu'il faut quelqu'un, c'est pas n'importe qui, soit dans un autre bateau, mais qui est entre 15 et 20 km plus loin, c'est-à-dire en tout cas, c'est ça qui compte, au-delà de la ligne d'horizon. Ce qui fait que même pas temps parfaitement clair, je ne peux plus le voir. On pourrait penser que le plus court chemin, c'est en suivant les flots d'aller droit, de mettre cap sur lui, de ne pas dévier d'un millimètre ni à gauche ni à droite, jusqu'à le rejoindre. Eh bien non, il y a un chemin encore plus court, mais qui passerait sous l'eau, car vous savez bien qu'il ne s'agit pas d'un plan, mais d'une courbe. Le plan est courbe, c'est pour ça d'ailleurs que l'horizon limite la vue, parce qu'après ça bascule vers le bas, je parle grossièrement là, il n'y a pas de bas et de haut dans la réalité. Mais voilà ce qui fait que, vous voyez, notre bateau devrait aller sous l'eau, devrait être un sous-marin et prendre ce qu'on appelle la corde en géométrie, et non pas rester sur la surface de la Terre, enfin la surface de l'eau ici, hein, la surface de l'océan, qui suit la courbure de la planète, et donc est forcément plus longue, donc n'est pas le plus court chemin, pour aller du bateau A au bateau B. Donc son ami a parfaitement raison de dire, ça prouve quoi que Kant est très prudent, vous voyez, et qu'il a raison. Et peut-être la notion la plus importante que son ami lui a suggérée, c'est sortir, le verbe sortir. Lorsqu'on dit est le chemin le plus court, on sort du concept de ce que donne le concept de ligne droite tel quel. Et ça nous permet non pas de réviser, parce qu'on ne l'avait pas vu la dernière fois, mais d'aborder justement une distinction capitale que fait Kant. Je vous ai dit, c'est le champion des distinctions. Mais là, il ne s'agit pas de distinction entre jugements, mais entre différentes manières de traiter. Le traitement mathématique et le traitement philosophique. Dites donc, c'est intéressant. Il y en a eu des discussions sur qu'est-ce qui réunit et qu'est-ce qui sépare depuis que Platon a dit que nul d'entre ici n'est géomètre, en passant par Descartes qui se plaisent surtout aux mathématiques à cause de la certitude et de l'évidence de leur raison. Je ne parle même pas de Leibniz, Spinoza qui était très versé. Bon, il ne s'agit pas de tout ça. D'une manière générale, étant bien entendu qu'il y a des liens, qu'est-ce qui les distingue au point que ce sont deux disciplines complètement différentes? Eh bien, Kant propose cette distinction. La philosophie procède par concept. C'est archi simple à formuler, profitez-en. Vous devriez le noter. La philosophie procède par concept. La mathématique procède par construction de concepts.
Alors, voilà une nouvelle distinction. Alors, ça veut dire quoi? Construction de concept. Et Kant répond très clairement, avec ce qui est bien avec Kant, c'est que ça paraît compliqué, mais il donne tout de suite les règles des nouveaux mots qu'il emploie ou de nouvelles expressions. Construire un concept, c'est le représenter a priori dans l'intuition pure. Allez, je reviens aux choses abstraites, mais ça fait travailler, là, ça. C'est payant, l'effort que nous faisons, là. Il y a les concepts qui viennent de l'entendement. Ceci est un piano, ceci est une tablette, ceci est une lampe, ceci est mon chat. Des notions plus ou moins générales. La notion de chat est générale. Ce chat-là, le mien, est individuel. Je vais répondre enfin à la question de Raphaël sur l'individu et le sujet. Je vais regrouper un peu les questions pour gagner du temps. Donc, l'entendement procède par concept, et la philosophie fait de même. Il y a donc des concepts dont certains a priori, et puis il y a des intuitions empiriques. Le piano est plutôt froid, mais il y aura un son, la lumière m'aveugle, ça c'est des sensations, c'est pas? Les intuitions, c'est ça que Kant appelle les intuitions, c'est au sens antique, intuiri, ça veut dire voir à l'origine. Donc il y a des intuitions empiriques, des concepts abstraits, c'est la réunion des deux qui forment la connaissance, bon ça j'y reviens pas, c'est un corpus classique, mais ce que Kant introduit pour la première fois, c'est une notion qui a l'air complètement scandaleuse par rapport à cette opposition, c'est des intuitions pures. En principe, une intuition, voir, entendre, etc. C'est empirique. Il y a deux intuitions pures fondamentales chez lui, l'espace et le temps. Ce ne sont pas des concepts. Ce sont les conditions pour toute apparition d'une intuition, enfin d'une sensation, si vous préférez. Vous voyez, si, vous allez comprendre d'une manière très, très concrète, si je reviens de la planète Mars grâce à un voyage fiction, space, et je reviens, et j'ai un sac, j'ai tous les téléspectateurs suspendus à ce que je vais sortir de mon sac, je leur dis, vous allez voir un objet que personne n'a jamais vu sur Terre. Vous voyez les suspens? On s'attend à une chose radicalement nouvelle. Mais non, le sujet intelligent sera celui qui, avant que j'ouvre mon sac et sorte cet objet, venant de Mars ou a fortiori de Sirius, c'est déjà savoir avant de voir, c'est ça l'a priori. C'est déjà que si c'est un objet, il occupe un espace. Et que cet espace n'est pas infini, il est limité, sinon c'est pas un objet, j'aurais eu du mal à le mettre dans ma besace. Donc il a une figure, un contour, qui soit régulier comme un polygone ou comme un caillou informe, peu importe. Ça fait beaucoup de choses. Il a une masse. Voilà, où cette masse peut être convertie en énergie, ça dépend un peu des états de la matière. Il y a beaucoup de choses à savoir, a priori, sur ce qui fait que c'est un objet. En fait, le problème, c'est la notion d'objet, qui ne vient pas de la science. Vous voyez, on en retrouve toujours mon opposition fondamentale entre le langage de tous les jours et l'expression proprement scientifique, une série d'équations auxquelles votre serviteur ne comprend pas grand-chose dès que ça dépasse un certain niveau. Ça le dépasse assez vite. Vous voyez? Mais dès qu'on veut vulgariser et traduire dans les termes du langage courant, le langage naturel pour parler rigoureusement comme les linguistes, dit naturel, ce qui est presque une antiphrase. Quand on veut l'exprimer dans le langage naturel, on trouve tout d'un coup des difficultés qui sont inhérentes au rapport des mots et des choses. C'est la notion d'objet. Après tout, qu'est-ce que j'appelle un objet? Est-ce qu'un électron est un objet? Demandez à des physiciens dans la mécanique quantique, c'est pas évident. On sait maintenant qu'il n'a ni une position ni une vitesse bien déterminée. Vous voyez? Bon. Donc, laissons le détail. Ce que la distinction que fait Kant, j'y reviens, la philosophie procède par concept, la mathématique par construction de concept, et maintenant je reviens à l'exemple cité par Ludovic et de la ligne droite et du plus court chemin. Son ami lui dit que
le plus court chemin nous fait sortir du concept de ligne droite. Kant dit très bien, donnez à un philosophe un triangle. Tenez, je prends un triangle, je vous le jette dans les mains du philosophe. Hop, vous voyez, le philosophe, là, comme on réceptionne un ballon au basket, là, puis, réceptionne le triangle. Et Kant dit ceci, demandez au philosophe de déduire de tout ce que lui dit ce concept, alors sans en sortir, d'en déduire que la somme de ces angles fait 180 degrés. Il a tout ce que donne le concept de triangle. 3 angles, 3 côtés, une surface enfermée par ces 3 côtés. On n'a toujours pas, à partir de là, deviné que la somme des angles fait 180 degrés. Je vous ai fait un petit schéma. Je ne sais pas si on le voit bien là, mais pour vous montrer la démonstration classique, n'est-ce pas? Bon, la démonstration, c'est la géométrie de papa, hein, elle est très classique. On prolonge les côtés, vous voyez ici en haut, là, le A, le sommet A. On prolonge les côtés avec un système d'identification des angles alternes internes, comme on dit ici. Il est facile de montrer que les 3 angles, vous voyez, qui sont ici, là, qui font sur cette ligne droite qui est parallèle au côté, à la base, si vous voulez. Il est facile de voir que ces 3 angles sont identifiables aux 3 sommets du triangle, à ceux qui font les 3 sommets du triangle, si vous préférez. Et donc, presque par monstration, même pas, presque, c'est à peine une démonstration, on en déduit que la somme des 3 angles fait 180 degrés. Oui, dit Kant, mais on est sorti du concept de triangle. La fécondité du mathématicien par rapport au philosophe, c'est qu'il n'est pas analytique, contrairement à une tradition qui remonte à presque toujours la mathématique, le modèle, surtout la géométrie de l'analyse. Pas du tout. Nous sommes sortis du concept de triangle avec le mathématicien. Nous avons prolongé un côté, nous avons prolongé ce triangle. Donc, c'est qu'on a autre chose que le concept de triangle. On a tout un espace extérieur qui nous est donné et sur lequel on peut travailler. Il y a donc bien une synthèse à notre insu qui est faite entre cet espace et celui très limité que nous donnait le seul concept de triangle. Donc, bravo à l'ami, je prends une périphrase, je ne connais pas son prénom, de Ludovic, qui lui a dit que la preuve que c'était un jugement synthétique, c'est que la notion de plus court chemin nous faisait sortir du triangle, et qu'il fallait, oui, en sortir pour voir s'il fallait passer, comme je vous l'ai dit, en dessous de la surface de l'eau pour avoir le plus court au sens linéaire, n'est-ce pas? Mais alors, il faut sortir du plan océanique. Hein. Bref, nous étions, sans le savoir, sur un espace curviligne. Voilà, un triangle curviligne, comme on dit. Donc, merci beaucoup pour cette excellente question. Et d'une manière générale, ce que je viens de vous dire de Kant permet de se prémunir contre l'hésitation qu'a eu Ludovic et d'être mieux armé pour la distinction des jugements synthétiques et analytiques. Encore une fois, il s'agit à savoir de réellement ne retenir du concept que ce qu'il donne à penser. Pas plus. Il ne faut pas introduire en contrebande des notions qui ne sont pas dans le concept lui-même. La dernière fois, j'ai pris un exemple très simple où c'est évident, ce n'est pas toujours évident. Quand j'ai dit il y a des chiens jaunes, je veux dire, et ça, ce n'est pas contenu dans le concept de chien, la couleur jaune, a priori. Et on m'a dit tous les jugements d'expérience, les jugements empiriques, sont des jugements synthétiques, hein, peu sûrs. Et inversement, les jugements analytiques sont sûrs, mais n'augmentent pas ma connaissance, sont plutôt stériles. Voilà. Alors, je répète la fin de la question de Raphaël. J'aurais dit qu'il s'agissait d'un jugement analytique. La ligne droite est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, puisqu'il semble s'agir, il a raison de dire semble, d'une propriété de la ligne droite, mais un ami m'a fait remarquer que pour affirmer une telle proposition, il fallait considérer l'ensemble des trajets possibles, et donc par là, et il met entre guillemets le verbe important, sortir, le même que Kant. Dans son exemple du triangle qu'il envoie dans les pattes du philosophe, qui lui n'en sort pas, et donc par là sortir, entre parenthèses sic, donc il a lu Kant visiblement, du concept de ligne droite. Je suis resté fort confus, voilà la suite de sa question, c'est tout à son honneur, pour le rassurer, je lui dis que cet état de confusion est un des plus féconds en philosophie.
Socrate, ses interlocuteurs le comparaient souvent au torpedo, on dit en anglais, le poisson torpille. Vous savez, la petite raie qui donne une décharge électrique quand on la touche. Parce que ces questions, ces apories, faisaient qu'on se trouvait un peu idiot par rapport aux questions qu'on avait au préalable. Et Socrate disait à son interlocuteur, courage, tu es dans les douleurs de l'enfantement. Il n'y a rien de plus fécond, n'est-ce pas, que ce genre de confusion qui fait suite à un effort d'élucidation et d'intellection. J'en suis resté fort confus. Bon, merci pour votre travail, à vous et à l'association. Voilà, merci pour l'équipe. Et puis, maintenant, la question de Geoffrey Stick. Bonsoir, suite au dernier entretien, je voudrais remercier Dominique de sa réponse. Vous savez, j'avais dit que ce n'est pas à la hache qu'on peut décider d'un point où le curseur s'arrête et à partir duquel, cette année-là, 31 décembre à minuit, on passe de l'ordre zoologique à l'ordre anthropologique, n'est-ce pas? Me doutant bien que Geoffrey était parfaitement d'accord, que ça ne se passait pas exactement comme ça. Bonsoir, suite au dernier entretien, je voudrais remercier Dominique de sa réponse et lui soumettre ce petit complément car j'ai peut-être manqué de clarté durant le live. Le curseur qui n'existe pas spatialement est temporel. OK. Vous vous rappelez, j'avais dit que ce curseur n'existe pas dans l'espace. C'est un long processus dans le temps qui fait passer de l'ordre naturel à l'ordre anthropologique. Et donc, c'est plus dans le temps que dans l'espace. Si l'homme est histoire, il n'est pas dans l'histoire, il est histoire. S'il est temporel, il n'en existe pas moins. Très juste. Je dirais même à Geoffrey, pour l'encourager dans sa persistance à maintenir qu'il y a un curseur, qu'il en existe d'autant plus qu'il est dans le temps. Parce qu'un curseur, c'est fait pour bouger. À ma connaissance, cursus, ça fait plus penser au temps qu'à l'espace. Il y a bien les cours d'eau, n'est-ce pas? Mais c'est justement l'exemple dont se sert Héraclite, le fleuve, pour dire on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et pour nous faire donc accéder à la notion si peu empirique de devenir. Donc, s'il est temporel, il n'en existe pas moins. On est bien d'accord. Et s'il existe, c'est bien un passage à un moment donné, ou bien avec le temps, progressivement, de l'ordre naturaliste à l'ordre anthropologique, je me demande de quelle nature il peut être. Excellente demande. Parce que si c'était naturel, il appartiendrait à la physique, la chimie, la biologie d'y répondre. Hein. S'il n'existe pas en tant que rupture, je vais parler de mon coup de hache, en tant que passage soudain de la législation par nécessité à la législation par liberté, je suis très content que Geoffrey reprenne la distinction kantienne en modifiant les mots. Ça montre bien qu'il a compris. Au lieu de dire législation par nature, il dit législation par nécessité. Il a bien compris que la nature est l'empire de la nécessité, au sein duquel l'action humaine cherche à élargir, malgré toutes les aliénations dont elle est l'objet, cherche à élargir le royaume de la liberté. Faire une petite place tremblante d'abord, n'est-ce pas, au royaume de la liberté. Cette opposition entre l'empire, regardez le vocabulaire, de la nécessité, l'empire contre-attaque, vous voyez, l'empire c'est toujours le méchant, et le royaume de la liberté et de Engels, un grand classique, n'est-ce pas? Grâce à la praxis, progressivement, lorsqu'elle est collective, non aliénée, et qu'elle est débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme, ça fait beaucoup de conditions. Mais même lorsqu'il y a des rapports de classe, je veux dire, faire un pont sur une rivière qui demandait des détours impossibles, je veux dire, c'est un progrès pour la collectivité. De toute façon. Et quand je sors dehors, je suis bien content de ne pas avoir les pieds dans la boue ou sur la glace, mais d'emprunter le trottoir. Merci Abdallah et à son marteau-piqueur. Je dis ça pour illustrer le fait que Marx dit que dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté.
C'était pas dans mon but d'entrer en relation avec Abdallah quand je suis sorti, mais objectivement, dirait Marx, je suis en rapport avec lui dès l'instant que j'arpente le trottoir qu'il a produit. Voilà, c'est comme le désir du jugement réfléchi. Là. On n'en est pas conscient, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Hein. Donc, si ce curseur existe, c'est que, alors là, ça devient intéressant, ce qui impliquerait qu'il vienne d'une dimension de l'être qu'on ne connaît pas, une dimension non naturelle. Oui, on voit bien qu'il hésite à son vocabulaire, c'est très bien, il n'ose pas dire surnaturel, une dimension métaphysique. Métaphysique, ça veut dire en grec surnaturel, méta, ça veut dire au-delà, c'est l'équivalent du trans-latin, métaphysica, physis, c'est la nature. Voilà, une dimension métaphysique, bien vue, c'est que la matière elle-même contient cette distinction. Si le passage se fait de l'ordre naturel à l'ordre non naturel, c'est que la matière en est capable. Et là, je trouve que Geoffrey est beaucoup plus rigoureux dans sa manière de parler, et je l'en remercie, que la plupart de ceux qui réfléchissent sur ces notions, y compris de ceux qui ont des références scientifiques, mais qui ne sont pas habitués à les traduire dans le langage courant, qui sont plus à l'aise dans les équations apparemment. Car il dit bien qu'il n'y a pas ici une dialectique de la nature, mais une dialectique de la matière. Alors, essayons d'y voir clair. L'ensemble le plus extensif, dans le présupposé matérialiste que nous partageons ici, c'est la matière. Cette matière se partage en deux grands sous-ensembles, une matière naturelle, celle qui ne porte pas la trace, celle qui n'est pas due à un effet de l'action humaine, et une matière, alors appelez ça selon les écoles philosophiques, culturelle, dans l'anthropologie contemporaine, spirituelle, sous la plume de Hegel, c'est l'esprit qui s'oppose à la nature, mais l'esprit chez Hegel, c'est aussi bien les outils et le marteau. Hein. Historique, en termes plus marxistes. Voilà. Et alors, je ne dis pas métaphysique exprès, c'est pas faux que c'est au-delà de la physique, à condition d'en pas faire un au-delà comme un arrière-monde, au sens plus critique, aussi bien Hegel que Nietzsche, d'ailleurs, pour une fois qu'ils sont d'accord sur un point. C'est pas métaphysique au sens idéaliste d'un cosmos noétos, comme chez Platon, d'un monde supérieur intelligible, au contact duquel on ne pourrait en rentrer qu'après la mort ou avant la naissance. Non, 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 non. Une hache tombale, dans la préhistoire, on en trouve beaucoup dans les tombeaux du néolithique, une hache tombale enterrée avec le cadavre, je veux dire, est quelque chose de strictement surnaturel. Si on ne veut pas le jugement de valeur, je comprends très bien, on peut au moins dire non naturel. Donc voilà, plutôt que métaphysique, je dirais aphysique ici. Si on pouvait oser ce barbarisme. Donc, je répète ce temps fort de la question de Geoffrey. S'il existe, je me demande de quelle nature il peut être. S'il n'existe pas en tant que rupture, en tant que passage soudain de la législation par nécessité, la nature, à la législation par liberté, l'histoire, ce qui impliquerait qu'il vienne d'une dimension de l'être qu'on ne connaît pas, une dimension métaphysique, c'est que la matière elle-même contient cette distinction et que l'homme n'est que son expression. Il, ce passage, serait alors l'expression la plus aboutie de la liberté, entre parenthèses, dialectique de la matière. Vous voyez, sa formulation est assez rigoureuse. La suite, je la saute, non pas qu'elle n'est pas intéressante, mais je voudrais qu'au contraire lui consacrer du temps une autre fois avec d'autres interlocuteurs qui font partie de notre association et qui sont très versés dans les sciences dures, plus que moi en tout cas. Je pense à Erwan, à Thomas ou à Étienne, par exemple. Ce pas des mathématiciens et des physiciens, où on parlera de ce qu'il dit des lois de Maxwell et du rapport entre déterminisme et liberté, en gros. Donc, merci beaucoup pour ces questions. Juste un correctif sur la dernière partie que j'ai communiquée, à savoir que l'homme serait l'expression
la plus aboutie de la liberté, moi je dirais que le curseur continue d'avancer. Voilà ma réponse la plus aboutie à la question de la dernière fois qu'il avait posée et à celle qu'il prolonge aujourd'hui. Je ne peux pas être plus clair, c'est-à-dire que le passage de la zoologie à l'anthropologie, enfin de l'ordre naturel, mais on vient de l'animal le plus directement, à l'ordre humain, est toujours en train de se faire. Je dois toujours manger pour vivre. Même si ça fait des milliers d'années que l'acte de manger, il y a longtemps qu'il n'est plus, qui ne se contente plus de répondre aux purs besoins biologiques de nutrition, mais qui correspond, on l'a déjà vu 1000 fois, il ne revient pas, de besoin de convivialité, de rangement, de cuisine, de cuisson des aliments, ne serait-ce que ça, pas, tout ce qui n'ajoute pas grand-chose au programme purement biologique de la nutrition. Et on pourra dire la même chose des autres instincts, n'est-ce pas, la sexualité qui a, dans l'ordre de la nature, qui n'a de sens que par rapport aux intérêts de l'espèce et non pas l'individu. Au contraire, elle demande à l'individu de prendre des risques. Beaucoup ils laissent leur peau à la saison des amours. Les individus, ce qui compte, c'est que l'espèce se reproduise. La sexualité, on continue pour reproduire l'espèce humaine à se servir de quelque chose qui vient de la nature et qui est la sexualité, mais par contre, les modalités qu'on impose à cette sexualité, dans l'éros, pas le mariage, même pas seulement le mariage, l'éros en général, n'est-ce pas, le romanesque, tout ce que vous voulez, va bien au-delà. Ceux qui croient naïvement, oh, moi je m'en fous, moi c'est la nature qui compte, le reste c'est de la poésie, ouais, c'est ça. Ceux-là sont en général ceux qui sont le plus méticuleusement attachés, n'est-ce pas, à des manies libidinales. Je ne le reproche pas, c'est leur problème. Et ils ont bien raison d'avoir leur manie après tout. Donc, voilà. Et là, quand je dis que le curseur continue d'avancer, voilà pourquoi je justifie de dire il n'y a pas un moment, vous voyez, ni même où on peut dire bon, allez, ça y est, on a évolué depuis 1 million d'années et maintenant on est passé. Vous voyez, oui, on continue à étendre, on essaye d'étendre le royaume de la liberté aux dépens de l'empire de la nécessité. Je peux bien, mais attention, et là je cite Rousseau, n'est-ce pas? Enfin, je cite Rousseau. J'utilise le fameux passage que je cite assez souvent du chapitre 8 du livre 1 du contrat social, qui a pour titre justement de l'état civil, et qui parle justement, qui développe, et j'y renvoie à Geoffrey, mais je crois qu'il a dû le lire tout de même, dont le sujet n'est pas l'état de nature, ni l'état civil, c'est comme ça que je dis tout à l'heure, à la nature, on peut opposer la culture chez Lévi-Strauss, l'histoire chez Marx, l'esprit chez Hegel. On peut très bien dire chez Rousseau l'état civil par rapport à l'état de nature, par opposition. Eh bien, ce qui importe dans le passage dont je vous parle, chapitre 8 du livre 1 du contrat social, ce n'est pas l'état de nature, ce n'est pas l'état civil, c'est le passage, justement, ce sur quoi porte la question de Geoffrey. Or, que dit Rousseau? Vous voyez ce démonstratif, il indique le passage. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à celle de l'appétit est une métonymie ici, les instincts en général, succédant à celle de l'appétit et le droit à l'impulsion physique, l'homme qui jusqu'ici n'avait regardé que lui-même, jusqu'ici il n'était qu'un individu qui n'avait de rendre compte à rien ni personne, sinon même au loi de la nature, hein, il n'ira pas très loin. Hein. L'homme qui jusqu'ici n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Penchants reprend ici instinct et appétit. Quoi qu'il se prive dans ce nouvel état, là commence la... Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Quoi qu'il se prive dans ce nouvel état, dans l'état civil, des avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, 2 points, ses facultés s'exercent et se développent
j'ai souvent développé, donc j'y reviens pas. Le langage devient pensée, par exemple. Pardon, la pensée. Grâce au langage, n'est-ce pas, la conscience accède à la pensée et à l'outil. Ses facultés s'exercent et se développent. Ses passions s'ennoblissent, on l'a vu tout à l'heure, sexualité devient éros, ses passions s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que, et là il y a cette fameuse réserve qui donne un frisson quand on pense qu'au mal du siècle qui succède à Rousseau a succédé le siècle du mal, celui des guerres mondiales et des atrocités. Son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient l'homme au-dessous de celle dont il est sorti, jamais quelqu'un n'a été aussi précis que Rousseau. Alors là, on ne fait pas l'impasse sur le négatif et sur le mal, on le creuse là, on n'est plus dans la statue grecque. On est dans la souffrance, hein. Ne le dégrader souvent au-dessous de celle dont il est sorti. Comment peut-on être en dessous de la bestialité, de l'animal? Il est en train de dire ça. C'est vrai que l'animal ne fait jamais le mal, ni le bien d'ailleurs. Il est non pas par-delà le bien et le mal, il est en deçà du bien et du mal. N'est-ce pas? Donc, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, voilà pour l'essence du mal, il devrait, mais c'est une hypothèse, vous voyez, le conditionnel, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux. Alors là Rousseau a l'air de penser à un passage qui se serait fait en un instant, mais c'est mythique, hein. L'instant heureux qu'il en arracha pour jamais. Rousseau sait très bien que c'est irréversible, de même que dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, on dit qu'on ne peut pas revenir au paradis terrestre, il y a l'ange et l'épée de feu qui gardent l'entrée, ou la sortie, comme vous voulez. On ne peut pas y revenir. Il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais, et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Voilà, ça fait quand même 1h30, j'ai l'impression que... Ah bon, très bien. Bon, alors j'ai le temps d'aborder le texte de Hölderlin, mais avant tout de même, attendez, il y a encore une question de Jacques Carsin. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y répondre, que Jacques ne s'inquiète pas, j'y répondrai. Mais peut-être pas en entier pendant cette séance, soit je répondrai par écrit sur nos canaux, nos réseaux, soit à la session prochaine. Bonjour, M. Paganel. Dans mes lectures estivales, je suis tombé sur ceci qui fait écho à quelques thèmes abordés durant vos ateliers. Vous voyez que toutes les questions se recoupent quelque part. Voilà le texte. Toute femme mariée apprend à ses dépens les lois sociales qui sont incompatibles, avec beaucoup de points, avec celles de la nature. Hop, vous voyez, l'opposition que Kant faisait, peut-être le moment le plus intéressant dans la critique du jugement de l'introduction, à savoir qu'il y a bien deux domaines, le domaine par nature, le domaine de la nécessité, comme disait très bien Geoffrey, et celui de la liberté, mais qu'il n'y a qu'un seul et même territoire que se disputent ces deux domaines. La force de la nature étant qu'elle n'a rien besoin de faire, c'est l'inertie, la nature. Elle n'a rien besoin de faire pour occuper le terrain. Le terrain, il est à elle au départ. Par contre, le domaine par liberté reste une rêverie et ne domine rien du tout s'il ne réalise pas dans le phénomène occupé par la nature la fin qui en est l'essence, s'il ne passe pas à l'existence. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple du village indien, vous savez, en Amazonie, et j'avais dit il faut bien couper les herbes, couper les arbres, il faut qu'une forêt ou un marécage ne soit plus pour qu'un champ ou un village soit. Voilà, là, l'opposition des deux domaines n'est plus intellectuelle, n'est-ce pas, entre partisans du déterminisme et ceux de la liberté. Non. Là, c'est la praxis qui a la réponse. Or, vous voyez, ici, on retrouve l'opposition entre la femme mariée, donc mariage institution, qui s'oppose à l'instinct,
Toute femme mariée apprend à ses dépens les lois sociales qui sont incompatibles en beaucoup de points avec celles de la nature. On peut avoir en mariage une douzaine d'enfants. Je vous le dis tout de suite, c'est un extrait d'un admirable livre de Balzac sur le journal de deux jeunes mariés, œuvre peu connue mais qui est un chef-d'œuvre. On peut avoir en mariage une douzaine d'enfants en se mariant à l'âge où nous sommes, à l'époque où nous sommes, hein, et si nous les avions, nous commettrions 12 crimes. À l'époque, il y avait peu de foyers et de ménages qui avaient de quoi nourrir 12 enfants. En se mariant à l'âge où nous sommes, et si nous les avions, nous commettrions 12 crimes, nous ferions 12 malheurs. Ne livrerions-nous pas à la misère et au désespoir de charmants êtres, tandis que 2 enfants sont 2 bonheurs, 2 bienfaits, 2 créations en harmonie avec les mœurs et les lois actuelles. La loi naturelle et le code, donc nature ici et histoire, culture, esprit, ce que vous voulez, instinct et institution, sont ennemis, là c'est Balzac qui reprend la parole, et nous sommes le terrain sur lequel ils luttent. Donc merci beaucoup Jacques, qui a parfaitement compris ce que dit Kant, et qui en voit la fécondité, puisqu'il retrouve chez Balzac, qui ne devait pas penser du tout à Kant, lorsqu'il écrit ceci, n'est-ce pas? La loi naturelle et le code sont ennemis, et nous, êtres humains, nous avons ce privilège. Le caillou est en opposition avec rien. Le caillou n'est pas en position avec la masse du cantonnier qui va l'éclater et le broyer. Là, il n'est pas vivant, il ne risque pas de mourir. La loi naturelle et le code sont ennemis et nous sommes le terrain sur lequel ils luttent. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons de nouveau abordé les problématiques abordées par la critique de la faculté de juger, enrichies par la négativité selon Hegel. Hein, et nous avons vu ça dans le texte du jeune enfant qui faisait des ronds dans l'eau la dernière fois, mais nous avons vu qu'il le fait, que aller sous la surface, c'est un peu aller au-devant des risques et des périls. Voilà ce qu'il n'y avait pas dans Kant. Je le dis pour ceux que ça intéresse, qui veulent creuser la critique kantienne. Kant frôle ce problème lorsqu'il introduit pour la première fois dans l'histoire de ce qu'on appelle, plutôt de ce qui constitue le champ esthétique, même si on ne l'appelait pas comme ça avant le XVIIIe siècle, puisque je vous avais dit que l'appellation est récente, Kant ne se contente pas de faire une science du beau, il aborde aussi le concept de sublime, qui était tout nouveau à l'époque, qui coexiste avec le tout premier surgissement, non pas du romantisme, puisque le mot n'existait pas encore, mais du pré-romantisme, peut-être le moment le plus profond du romantisme, son premier surgissement, ce qu'on appelle en Allemagne le Früh romantique, le tout premier romantisme, avant qu'il devienne une rhétorique souvent et qu'il se banalise. Donc, lorsqu'il introduit le sublime, là justement, les formes que traite l'art, quand on pense qu'il est contemporain de Beethoven, ça fait réfléchir, ce n'est plus l'harmonie, l'équilibre, c'est la figure de l'orage, des figures d'infinité qui mettent la conscience, qui posent à la question un challenge permanent. Hein, ta faculté d'unifier, d'harmoniser, d'équilibrer, je la mets en échec à chaque instant, par l'abîme et par l'infini. Ça, c'est l'esthétique du sublime qui commençait à pointer à cette époque. Voilà, je le dis, pour être honnête, avec Kant, c'est le seul domaine où Kant ouvre la porte, non pas aux démons, puisqu'il se garde bien de s'y aventurer, mais vous voyez, il le distingue bien de l'esthétique du beau. C'est pas beau. Ça nous fait une forte impression, et qui peut procurer un plaisir esthétique, mais qui n'est pas de l'ordre du beau, qui est de l'ordre du sublime. Et là, je rappelle, je ne voudrais pas que toutes ces petites séances, mes interventions, je l'ai déjà dit, c'est ni non plus être trop directif, mais quand même, je ne voudrais pas que ce soit comme la route qui défile dans le rétroviseur et qui ne revient jamais. Je rappelle que j'ai fait 2 interventions consacrées à la réponse qu'a faite Michel Clouscar à l'article que Gérard Mordia lui avait consacré. Et dans l'une de ces réponses, la deuxième, je crois, oui, c'est ça, deuxième, je rappelle qu'une boutade fondamentale de Clouscar, comme souvent, c'est dans ces boutades qu'il est vertigineux, et qui est en liaison directe avec les problèmes que nous sommes en train d'agiter, lorsqu'il dit « Quand il a tout vu, mais aussitôt il a tiré le rideau ».
Oui, il a vu que le sujet était derrière, que ce qu'on croyait être l'objet n'est qu'une projection. L'objet beau, hein? L'objet beau. Je n'ai pas dit le médicament que je suis en train de prendre, hein? Mais l'objet beau est cet écran où se réfléchit le sujet. Mais ce qu'il n'a pas vu ou qu'il n'a pas voulu voir, en tout cas ce sur quoi il a tiré le rideau, c'est tout ce qui peut s'agiter sur cette surface. Il peut surgir des monstres. Et là, on n'a pas attendu, vous voyez, seulement le romantisme et le sublime. Vous regardez les gargouilles des cathédrales ou les gisants, n'est-ce pas, où on montre des cadavres rongés par les vers, gravés dans la pierre, n'est-ce pas, montrer que ça remonte à loin. Donc, voilà, j'enchaîne maintenant sur le texte de Hölderlin qui devrait nous reposer de ses abstractions, encore que j'en connais qui m'ont dit qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Bon, je les rassure aussi, c'est parmi les textes les plus difficiles qui soient, les textes du dernier Hölderlin. Vous voyez, je le montre ici, en gros plan. J'espère qu'il y a assez de lumière pour qu'on voit. Il y a des trous, vous voyez, dans la graphie de Hölderlin. Vous voyez, il y a des trous ici, il y a un début de phrase qui ne s'achève pas, il y a des substantifs sans verbe par moment. Eh bien, ceux que ça agace ou que ça intrigue ou que ça intéresse, et tout, rien de tout ceci n'est contradictoire, je les renvoie à un volume qui existe chez Garnier-Flammarion de Adorno, de Théodore Adorno, donc de l'école de Francfort, qui a écrit une superbe essai qui s'appelle La parataxe chez Hölderlin. Ou Hölderlin et la parataxe, ça dépend un peu des traductions. Qu'est-ce qu'on appelle parataxe en figure de style? C'est justement ceci. Ça s'appelle ce qu'on appelle, ou on appellerait style télégraphique. D'accord? Me chercher 11 heures, vous voyez. Prends train demain, me chercher 11 heures. Bon. Ouais. La parataxe, la phrase où il y a des trous. Et je recommande d'autant plus ce livre que Adorno s'en prend courageusement à celui qui a essayé de monopoliser Hölderlin pour le pire plutôt que pour le meilleur, je pense à Heidegger, en le confondant sur un point bien précis, mais je ne le dirai pas ici, ça nous entraînerait trop loin. Donc, chant allemand, je le lis d'abord, en entier. Quand le matin ivre, inspirant, se lève, et l'oiseau sa chanson commence, et des rayons le fleuve lance, et plus vite vers le bas la voix rude va par-dessus la roche, vu que le soleil l'a échauffé, et un trou, désirant en autre pays les jeunes gens, un trou, et le portail s'éveille et la place du marché, bon, il y a des trous, mais on voit bien que ça continue le crescendo de tout ce qui s'éveille au moment de l'aube, hein. Et le portail s'éveille, et la place du marché, et des saintes flammes du foyer, la rouge vapeur monte. Ça avait commencé quand le matin ivre inspirant se lève, et là, la rouge vapeur monte. Vous voyez qu'il y a une continuité quand même, malgré les trous. Et monte. Mais dites donc, ça a commencé par quand le matin, et on n'a toujours pas la principale. C'est une immense subordonnée. Je comprends qu'on soit dérouté quand on n'est pas habitué, n'est-ce pas? Et la principale, Hölderlin la retarde. La voici, n'est-ce pas? Alors, il fait silence, seul. Pardon, je vais dire que je ne m'interromprai pas, donc je ne le ferai plus. Alors, il garde calme dans la poitrine son cœur et songe dans le portique solitaire. Pourtant, alors est assis dans l'ombre profonde, quand par-dessus la tête l'orme murmure au ruisseau qui exhale la fraîcheur, le poète allemand. Et il chante quand il a de l'eau saintement sobre à ses buts, écoutant au loin, dans le calme, le chant de l'âme. Et encore est-il de l'esprit trop rempli, et l'âme pure, jusqu'à ce que courroucé il trou. Et la joue lui brûle de honte, impie chaque accent du chant, un trou. Dernière partie, pourtant, sourit sur la simplicité de cet homme, sourit au pluriel, sur la simplicité de cet homme, les étoiles. Quand venant de l'Orient prophétique, sur les monts de notre peuple, elles séjournent. Et comme la main du Père lui reposait sur les cheveux au jour de l'enfance, et là il y a un crescendo.
pardon, ainsi couronne qu'il frémissant le sente, un signe la tête de la haide, quand toi qui à cause de ta beauté jusqu'à ce jour est resté sans nom, ô le plus divin, ô bon esprit de la patrie, sa parole dans le chant d'un homme. Point final. Alors, c'est beaucoup plus clair qu'il ne le semble. D'abord, quand on sait que ça commence par une grande subordonnée, n'est-ce pas? La subordonnée se rapporte à tout ce qui se passe, tout ce qui est lié à l'aurore, n'est-ce pas? C'est dit d'une manière magnifique, mais enfin, je veux dire, c'est un peu toutes les mêmes choses, l'aurore, n'est-ce pas? On passe de l'immobilité au mouvement, de l'obscurité à la lumière, de la fraîcheur au soleil qui tiédit un peu tout ça. Donc, quand le matin ivre inspirant se lève, si vous voulez simplifier, bien sûr, ça fait mal, non pas de charcuter, je ne vais pas charcuter, mais ça fait mal de réduire, de schématiser un texte aussi admirable. Mais prenez une feuille comme ceci, n'est-ce pas? Voilà, comme ceci. Faites un tableau dichotomique, vous mettez une barre ici, en sorte que tout ce qui est à gauche là est son contraire en face. Pas, comme on a dit, nature, culture, instinct, institution, vous voyez tout à l'heure. Bon. Et au lieu de ce qu'on vient de dire, vous mettez, vous voyez, quand le matin ivre, inspirant se lève, vous prenez le mot ivre, vous sautez la page, quand il a de l'eau saintement sobre à ses buts. Opposition de ivresse et sobriété. Ce n'est pas l'interprétation, ça c'est dans le texte. C'est une dichotomie. On va essayer de clarifier en se raccrochant à des oppositions bien tranchées. Donc au début, c'est la lumière. Et des rayons, le fleuve lance, et plus vite vers le bas, la lumière et la chaleur, ça va ensemble. La voie rude vue par-dessus la roche, vu que le soleil l'a échauffée. Donc, je saute de nouveau au passage où il y a le poète allemand, alors est assis dans l'ombre profonde, opposition de l'ombre et de la lumière. Donc, dans la première partie du poème, il y a l'ivresse, la lumière, le crescendo, la chaleur. Et lorsqu'on arrive au poète allemand, c'est-à-dire non pas seulement au sujet de toute la phrase, mais à la proposition principale qui articule le poème, lorsqu'on y arrive, il y a l'ombre qui s'oppose à la lumière, pas la nuit, hein, l'ombre, la nuit va venir à la fin. L'ombre, la fraîcheur au ruisseau qui exhale la fraîcheur. Quand par-dessus la tête, l'orme murmure au ruisseau qui exhale la fraîcheur. Donc voilà, l'orme donne de l'ombre est plus frais que lorsqu'on reste au soleil. Il y a la proximité du ruisseau et son murmure qui fait écho à l'oiseau qui chantait dans la toute première partie, quand le matin ivre inspirant se lève et l'oiseau sa chanson commence. Vous voyez, c'est beaucoup plus organisé qu'on ne le croit, ce poème. Hein. Et quand il a de l'eau saintement sobre à ses buts, écoutant, alors qu'il y avait surtout des visions dans la première partie. Oui, c'est la lumière, tout ce que la lumière fait voir tout d'un coup. La rouge vapeur du foyer, le marché qui s'agite, tandis que là, il y a des sons, vous voyez, écoutant au loin, dans le calme, le chant de l'âme. Non pas la lumière des corps, mais le chant de l'âme. Donc, ça c'est un petit conseil pour montrer que c'est... Alors, pourquoi ce renvoi de la principale du sujet, n'est-ce pas, bien après le début du poème? Je répète ce début jusqu'à arriver à la principale. Quand le matin ivre inspirant se lève, et l'oiseau sa chanson commence, et des rayons le fleuve lance, et plus vite vers le bas, la voie rude va par-dessus la roche, vu que le soleil l'a échauffée, et le désirant en notre pays, les jeunes gens, bon là c'est des trous, mais maintenant on comprend mieux quelque chose, c'est que les jeunes gens, alors que le poète, regardez, le poète allemand, il est seul, alors est assis dans l'ombre profonde, vous voyez, excusez-moi, alors il garde calme dans la poitrine son cœur et songe dans le portique solitaire. Ça, vous voyez, il ne faut pas interpréter. Les mots nous répondent. Hein. Le poète seul dans l'ombre et dans la fraîcheur, opposé ici à la foule qui commençait à s'agiter, je ne sais pas, sur le marché, dans la rue, peu importe. Des gamins qui vont sur le chemin de l'école.
And then the schoolboy with his such a shining morning face creeping like snails unwillingly to school. Merveilleux extrait des 7 âges de la vie de Shakespeare dans As You Like It, n'est-ce pas? Et après, l'écolier avec la figure, n'est-ce pas, qui se réveille le matin, vous savez, avec comme des chenilles sur la joue, et qui s'en va entraînant les pieds unwillingly to school. Alors que, vous voyez, alors il fait silence seul. Dès le début de la principale, le sujet, il est seul. Alors il fait silence seul. Alors il garde calme. Le mot revient plusieurs fois dans la poitrine, son cœur, vous voyez. Pourquoi insister sur ce calme? Parce que il y a dans l'enthousiasme excentrique au sens propre, vous voyez, on élargit le centre, hein, et en jeunes gens désirant en autre pays, on comprend mieux pourquoi tout d'un coup l'espace s'élargissait. Ça paraissait énigmatique que viennent faire les autres pays ici. Les jeunes gens, et le portail s'éveille, et la place du marché, vous voyez, partout, il y a un espace collectif grand, étendu. Comme dit le Darwin ailleurs, que la patrie ne nous devienne pas un petit espace, lourd est celui à étendre les pieds. Et bien, par opposition, alors il fait silence seul. Alors, mais c'est pas du tout un amour de la solitude. C'est pas le plaisir d'être seul, c'est le besoin ici d'être seul, pour se protéger de la rumeur précédente, de la rumeur solaire. Vous voyez, ici on voit bien que la beauté du poème tient à la modernité de la problématique qu'il exprime, n'est-ce pas, qui est la nôtre depuis le début de la modernité, cette espèce de romantisme absolu, qui est bien différent du romantisme académique qui a souvent suivi avec des banalités et de l'académisme. Donc, ici, je reviens à la principale. Alors, au début, il ne dit pas qui, il y a un pronom. Alors, il fait silence seul. Premier il, deuxième il. Deuxième alors, il garde calme dans la poitrine son cœur. Autrement dit, il a le cœur qui palpite, comme nous devant l'aube. Regardez ce que Rimbaud fait de l'aube dans les Illuminations. Alors, je levais un à un les voiles par la plaine où je les dénonçais au coq. Vous voyez, bon, là non. Hein. Et songe dans le portique solitaire. Vous remarquerez que le portique fait un abri aussi. Vous voyez, impose à la verticalité le tout premier vers, quand le matin ivre inspirant se lève, et après, et la rouge vapeur monte. Vous voyez, ces forces ascensionnelles, voilà que le portique leur assigne une limite, exactement comme dans le temple grec, le tympan venait imposer la métrone, la mesure, pour ne pas atteindre l'ubris à la verticalité des colonnes. Vous voyez, donc ce recours ici à l'équilibre n'est pas celui des Grecs pour créer une espèce d'harmonie, c'est pour se protéger d'un danger. Alors est assis dans l'ombre profonde. Alors, excusez-moi, pourtant, quand on dirait que la subordonnée va reprendre, et tout de suite, cette fois, elle s'interrompt. Donc, il revient à son sujet principal. Alors est assis dans l'ombre profonde, quand par-dessus la tête l'orme murmure, on ne sait toujours pas qui, au ruisseau qui exhale la fraîcheur, virgule, le poète allemand. Il faut attendre ce vers-là pour commencer, pour avoir enfin le sujet au sens grammatical, n'est-ce pas, de tous ces prédicats, du calme, de l'ombre, de la fraîcheur, et chante quand il a de l'eau saintement sobre à ses buts, écoutant au loin, dans le calme, de nouveau, décidément, le chant de l'âme. Et là, il y a cette phrase étonnante, et encore 2 fois est-il de l'esprit trop empli. Il y a le trop de l'ubris. Trop, c'est une démesure. C'est malgré tous ces efforts, c'est nous les modernes, ça. On essaye, hein. Il y en a qui ont recours à la sobriété heureuse, il y en a qui font un jogging tous les jours pour expier leur whisky et leur soirée. Avant, on se confessait tous les samedis pour se faire pardonner les péchés, puis on recommençait à pécher dans la semaine. Enfin, un peu pareil, un jogging. La pénitence, maintenant, je dis ça parce que c'est Clinton ou lequel qui avait eu une attaque cardiaque pendant son jogging. Je ne sais plus si c'était Carter ou Clinton. Je crois que c'est Clinton.
Je sais pas, quand même, vous voyez, il faut faire attention, c'est pas sûr que ce soit si bon pour la santé. Bon, bref, moi quand je les vois, ils sont violets, congestionnés, on sent qu'il y a un effort pour se purifier. Bon, allez, laissons l'ironie. Ce n'est pas du Heine qui manie l'ironie à merveille, c'est du Hölderlin. Donc, et encore est-il de l'esprit trop empli. Ça veut dire même en ne buvant que de l'eau, c'est symbolique, hein, bien sûr, même en fuyant toute tentation d'ivresse, il n'arrive pas à la mesure. Je n'atteins jamais, selon mes voeux, la mesure. Il dit ça dans un autre poème, sinon je ne l'annoncerai pas comme ça. Vous savez, je n'aime pas interpréter. Pourtant, sourit sur la simplicité de cet homme, et ça c'est la dernière partie, j'ai sauté le passage un peu énigmatique, mais on sent qu'il y a une coupure, une violence là, hein, et la joue lui brûle de honte, impie chaque accent du chant, il y a quelque chose là qui s'est cassé, c'est pas un hasard s'il y a un trou là, il y a quelque chose qui est refoulé là, qui doit rester sous terre pour l'instant, n'est-ce pas? Donc je le laisse de côté pour l'instant. Pourtant, sourit au pluriel, sur la simplicité de cet homme, les étoiles, et voilà qu'on avait commencé avec l'aube et que maintenant on est à la nuit. Après être passé au moment le plus chaud à midi, à l'ombre de l'orme qui murmure près du ruisseau qui exhale la fraîcheur. Quelle unité de temps! Il n'est pas si décousu que ça, ce poème. Vous voyez? Cette fois, il n'y a plus de danger solaire. Pourtant sourit sur la simplicité de cet homme les étoiles quand, venant de l'Orient prophétique, la référence, ce n'est plus la Grèce, ce n'est plus Apollon, ce n'est plus ce compromis entre la lumière, l'équilibre, l'ombre. Non, c'est la nuit orientale. L'infinité des étoiles, n'est-ce pas? De l'Orient prophétique, car l'Orient est la patrie des prophètes pour des jeunes théologiens que sont Hölderlin, etc., n'est-ce pas? Qu'en venant de l'Orient prophétique, sur les monts de notre peuple, elle séjourne. Et où les étoiles se meuvent, n'est-ce pas? Elles ne sont pas toujours à la même place, mais quelquefois elles se suspendent au-dessus de nous, de l'Occident. Elle séjourne. Et comme la main du père lui reposait sur les cheveux, il y a une image ici d'extrême précaution, n'est-ce pas? Là, alors, je fais une hypothèse, ce n'est pas une interprétation, c'est une hypothèse. Les cheveux, c'est ce qu'il y a de plus haut dans le corps, donc c'est lié aux étoiles, n'est-ce pas? Comme si le rayonnement des étoiles était comme une main posée sur les cheveux du poète allemand, vous voyez? Et comme la main du père lui reposait sur les cheveux, au jour de l'enfance, sous-entendu qui semble bien loin maintenant il est tête nue. Je dis tête nue dans un autre poème que je vous recommande qui s'appelle Au poète, dédicacé aux poètes en général, au pluriel. Hölderlin explique que les sens... Oh, écoutez, je vais quand même vous en citer un petit passage, ce sera plus simple que de le paraphraser. C'est un poème où il dit quelle est la fonction du poète dans la société, donc c'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Voilà. Comme au jour du repos, un paysan s'en va, je vais vite parce qu'il est plus clair, hein. Comme au jour du repos, un jour férié, un paysan s'en va voir ses champs au matin, quand de toute la nuit brillante, sans relâche, ont jailli les éclairs, dont l'après-midi d'orage, glacé, et sourdement l'orage à l'horizon s'apaise, l'ascétique du sublime, et gronde encore, on entend au loin encore des grondements, vous voyez, mais c'est calme. Comment il dit Hugo, tout est tranquille, heureux, dénou, apaisé, Dieu regarde. Et grande encore, le fleuve redescend à ses rives, il avait débordé, il avait fait la démesure, le fleuve redescend à ses rives, une fraîcheur d'herbe verdit au sol, et la pluie bienfaisante du ciel ruisselle de la vigne. Or, les arbres du bosquet luisent debout dans la paix du soleil. Comme le poète allemand, les arbres du bosquet sont insensibles à toute cette agitation qui a fait suite à l'orage, à cette espèce d'illumination au sens rimbaldien, tous ces météores qui font cette splendeur, là, ça n'empêche pas aux arbres de rester calmes. Imaginez les peupliers, n'est-ce pas, dans la cime se balancent dans le vent comme ça, ceux qui sont sur la tombe de Rousseau, ce serait parfait, n'est-ce pas? Debout dans la paix du soleil sont les arbres de la futaie. Alors je vous ai dit, mais tu nous parlais des poètes. Voici, tel vous voici, vous voyez le nouveau renversement. En fait, il parlait des poètes. Tel vous voici debout sous des cieux favorables, vous, les poètes,
formé par un seul maître, vous qu'élève au lac léger de sa magique omniprésence, belle, divinement puissante, la nature, je vais vite parce que c'est clair, c'est pourquoi lorsqu'elle semble au long d'une saison dormir, donc c'est en hiver, lorsqu'elle semble au long d'une saison dormir, dans le ciel ou parmi les plantes ou les peuples, les poètes aussi s'endeuillent en hiver, hein. Ils paraissent abandonnés. Et pourtant, ils pressentent le futur, comme elle aussi dans son repos, la nature n'est que pressentiment. Frappé de l'infini depuis longtemps connu, frémit ce souvenir et qu'au feu de l'éclair soit fruit, né dans l'amour, l'œuvre des hommes et des dieux, le chant trouve naissance. Le poème est un compromis entre la démesure qui est l'affaire des dieux, n'est-ce pas, et le monde de l'homme. Le poète est celui qui a la charge de recevoir le choc pour le redistribuer aux hommes amoindris, amortis, si vous voulez, sans danger. Alors, je vous le dis d'abord comme ça parce que c'est plus clair, voyez. Donc, et c'est pourquoi, je vous dis la conclusion, et c'est pourquoi les fils de la terre, vous et moi, hein, maintenant peuvent sans péril tremper leurs lèvres au feu céleste, mais c'est à nous, pourtant, les poètes, à nous qu'il appartient de rester debout, tête nue, vous voyez, c'est plus le portique là, c'est à nous. Il n'y a pas la main du Père sur les cheveux. C'est à nous, pourtant, de rester debout, tête nue ô poète, sous les orages de Dieu, de saisir dans notre propre main le rayon du Père, l'éclair lui-même, et de tendre aux foules sous son voile de chant le don du ciel. Et comme s'il était nécessaire qu'il soit voilé. Que notre cœur, comme un cœur d'enfant, soit pur, que soient nos mains vierges de faute, le rayon, le pur éclair ne nous brûlera point. Et dans son ébranlement suprême, sa douleur à la douleur unie d'un Dieu, le cœur restera ferme à jamais. Voilà, je tenais à cette intertextualité, vous voyez. Donc, je reviens à chant allemand. Pourtant, et comme la main du Père, oui, lui reposait sur les cheveux au jour de l'enfance, ainsi couronne qu'il frémissant le sente, un signe à la tête de la haine, quand toi, et il y a ce mystérieux toi, alors qu'il n'y avait pas de deuxième personne jusque-là, n'est-ce pas? Il y avait le poète qui parlait de ce qui se passait autour de lui. Quand toi, il n'y a plus de quelque chose, il y a tout d'un coup un quelqu'un qui, à cause de ta beauté, jusqu'à ce jour est resté sans nom. Alors quoi, c'est Dieu, c'est le Graal, c'est l'absolu, c'est le soleil de la caverne? Non. La réponse est là, ô bon esprit de la patrie. Et voilà qu'il y a une dimension politique. Vous croyez que j'avais oublié mon propos esthétique et politique, n'est-ce pas? La même année de naissance de Hölderlin, 1770, que l'année de naissance de Hegel, c'est l'année de naissance de Beethoven. Le 9e de Beethoven traverse des abîmes de désespoir. Il y a même une musique funèbre à la fin du premier mouvement. C'est un des très rares mouvements qui se termine en mineur. Et tout d'un coup, il y a ce fameux chœur, hein, avec l'ode à la joie qui vient triompher à la fin. N'est-ce pas? Et parce que le salut est devenu collectif, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des peuples, d'ailleurs, dans le poème de Schiller que Beethoven met en musique, Seid umschlungen Millionen, prosternons-nous millions d'êtres. Hein. Je rappelle que les tout derniers mots de la phénoménologie de l'esprit sont une citation de Schiller. Les tout derniers mots, où l'absolu, Hegel écrit encore ces derniers mots à lui, sans lequel il serait la solitude sans vie, mais voilà ce qui fait qu'il y a une solution, et là il cite Schiller, du calice des esprits, voilà la collectivité, de la communauté, du calice des esprits écume jusqu'à lui sa propre infinité. Donc, quand toi qui à cause de ta beauté jusqu'à ce jour est resté sans nom, ô le plus divin, ô bon esprit de la patrie, sa parole dans le chant d'un homme. Donc le nom, c'est plus un nom comme Pierre, Paul, Jacques, c'est plus un nom propre, ni même un nom commun, un jugement, justement, qui serait un concept. C'est le déploiement du chant, lorsqu'il est réussi, lorsqu'il est, comme ici, un super poème, qui constitue la nomination de ce qu'il y a de plus haut, de ce qu'il appelle la patrie. Vous voyez qu'on est très loin de la patrie, au sens, n'est-ce pas, au sens chauvin ou nationaliste, au sens ombrageux, ou comme on dit, Rimbaud a un terme superbe, au sens patrouillotique, n'est-ce pas?
le patriotisme. Rimbaud était exaspéré de voir les propos belliqueux anti-prussiens en 70-71. Donc voilà. Donc ça marche. On va passer aux questions. Je tenais à finir sur cette fin, cette extraordinaire fin où ça passe à la seconde personne, quand toi qui as ta beauté et resté son nom, ô le plus divin, bon esprit de la patrie, sa parole dans le chante un homme. Je voudrais juste terminer en ouvrant une porte, pas en fermant, pour les prochaines fois, ou simplement pour vos réflexions respectives, en espérant que ça va susciter des questions aussi intéressantes et pertinentes que celles par lesquelles j'ai commencé, c'est qu'on voit aussi, en même temps qu'une réussite poétique exceptionnelle, on voit l'impasse du champ esthétique dans la modernité. C'est grave ce que je dis. Je reviens à la fameuse affirmation de Hegel, non pas que l'art est fini, il dit bien qu'il ne cessera jamais de progresser, de se perfectionner, mais il ne faut plus compter sur lui pour exprimer l'absolu. On a besoin d'une transformation réelle du monde extérieur et non pas simplement de la figuration symbolique de ce changement par image et représentation interposée. S'il y a représentation, et dans la logique de Hegel, dans son système, je veux dire, dans sa systématique, l'art comme la religion ont ce dernier manque par rapport à la philosophie qui a le dernier mot dans l'encyclopédie, le concept pur. Ce handicap, même s'ils sont des révélations de l'absolu, grâce à l'art et grâce à la religion, l'absolu, ce n'est pas le lien entre les hommes et non pas le lien à la nature qui appartient aux sciences dures, qui est tout à fait autre chose. Cette représentation est la preuve que l'essentiel n'est pas présent. S'il y a représentation, c'est qu'il n'y a pas de présence. Un peu comme un tombeau est là pour signifier l'absence de quelqu'un, pour lui donner une présence à son absence, pour évoquer son absence. Ça me rappelle ce qu'on avait dit de la théologie négative. Donc, il y a une impasse ici. Il est temps que, comme dit magnifiquement Rimbaud sur les tout derniers mots de la saison d'enfer, il veut accéder à une vérité dans un âme et un corps. Il ne veut pas seulement avoir l'âme trop remplie, comme le poète allemand, mais dans une âme et un corps. Voilà la piste que j'ouvre, le rapport entre art et praxis. Je rappelle là, et j'en terminerai avant les questions, je l'avais déjà signalé la dernière fois, que les Grecs se servaient d'un seul mot, la techné, pour dire aussi bien l'art du sculpteur qui représente cette merveille du monde, la statue de Diana à Éphèse, que l'art du cordonnier qui fait des sandales. Voilà, la techné, au lieu de les opposer. Y a-t-il des questions? Alors oui, il y a une question de Maléfique. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce qui a fécondé dans l'esprit de Kant le jugement synthétique, c'est Hume, le jugement analytique, Descartes? Merci beaucoup Marie, Maléfique, fidèle auditrice, que je salue, et qui pose une très bonne question. Elle cite Hume et Descartes. Alors, ça me donne l'occasion, et je l'en remercie, d'apprendre à ceux qui peut-être ne le sauraient pas, qu'il y a 3 grandes influences qui ont produit le kantisme. Newton, Hume et Rousseau. Dans la connaissance, c'est le couple Newton-Hume. Rousseau n'intervient après que pour l'action, on l'a déjà vu, morale, la politique, le droit, etc. Dans la législation par liberté. Mais revenons à la connaissance pure, qui ne s'accomplit d'une manière rigoureuse que dans la science et dans les sciences de la nature. Et à l'époque de Kant, c'est Newton, bien sûr. Mais Hume lance un pavé dans la mare.
Lamarck, c'est ça y est, avec Newton, on est arrivé. C'est extraordinaire, enfin, une phrase de ligne et demie, celle qui énonce le principe de la gravitation universelle, les corps s'attirent en fonction directe de leur masse et inverse du carré de leur distance. L'esprit de cette espèce de ver de terre qu'est l'homme dans l'univers, tout d'un coup, s'approprie le principe de tous les mouvements de l'univers. Tous les mouvements qui se produisent à une vitesse qui n'approche pas trop celle de la lumière. Voilà. Mais enfin, quelle conquête! Et surtout que ce que Newton révèle, après Galilée, hein, c'est la culmination d'un processus qui a commencé avec ce qu'on appelle la révolution scientifique entre le XVIe et le XVIIe siècle, entre la Renaissance et l'ère classique. Donc Galilée, Descartes, Huygens, Kepler, etc., bien sûr. Et l'enchaînement des connaissances. Donc, ça va très vite après, c'est logarithmique, la progression de la science. Et à l'époque de Kant, et pour très longtemps, elle culmine à Newton. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne pour ce qui nous intéresse, nous philosophes? C'est que dans le champ qui est le sien, dans le domaine qui est le sien, vous parlez comme Kant, domaine de l'histoire par nature, il n'est pas question de parler de liberté. Au contraire, là règne la loi physique la plus implacable, qui ne souffre aucune exception. Je peux griller le feu rouge dans les lois humaines. C'est pas recommandé, hein. Mais enfin, c'est possible. Il y en a qui le font de temps en temps, soit parce qu'ils sont sous, soit parce qu'ils prennent un risque, ou ils voient qu'il n'y a personne la nuit, ils se croient en sécurité. Bon, c'est toujours imprudent. Et de toute façon, c'est interdit. Mais on ne peut pas vivre sans manger. On ne peut. Quand je prends une assiette et que je la jette par terre et qu'elle se brise en 1000 morceaux, je ne peux pas prendre les 1000 morceaux, les jeter et escompter que ça reconstitue l'assiette. Ça s'appelle l'entropie, ça. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que plus notre connaissance réussit, notre connaissance rigoureuse, celle de ce qu'on appelle la science de nos jours, vous pouvez me dire les sciences, hein, plus là où on croyait qu'il y avait des volontés, de la liberté, de la spontanéité, des nymphes dans les sources, un Dieu qui fait pleuvoir, tout ça s'évapore. C'est plutôt l'empire de la nécessité qui s'affirme. Donc c'est certainement pas, là on est dans l'ordre physique. Maintenant, conclusion du philosophe Kant, c'est certainement pas dans le domaine naturel que l'on va chercher les principes de notre action morale, de la réponse à la question « que dois-je faire ?» Vous voyez comme ça nous fait résumer la question de Maléfique. Merci Marie. Que dois-je faire? On a vu la dernière fois que devoir est pris ici au sens fort, c'est-à-dire que dois-je faire quand je peux faire ceci et son contraire? Sinon, c'est que puis-je, n'est-ce pas? Puis-je vivre sans manger? Non, c'est impossible. Puis-je griller le feu rouge? Oui, mais je ne dois pas. Bah, c'est ce devoir-là, celui auquel je souscris alors que je pourrais le transgresser, c'est-à-dire qu'il reste à l'intérieur de la liberté. Ce que Kant appelle ce stade intermédiaire où j'obéis, quand je m'arrête au feu rouge. Je ne peux pas dire que c'est à ce moment-là, je suis plus libre, mais c'est un statut intermédiaire entre la liberté au sens du caprice absolu et la stricte nécessité naturelle, c'est que je suis autonome, c'est-à-dire que ici, le principe de l'action, il est intérieur, il n'est pas extérieur. Moi, il m'arrive quand je cherche une destination avec la voiture, enfin, quand je conduisais, et que je ne trouve pas, je m'égare, je me dis quelquefois, il m'arrive d'être kantien, je fais encore 5 km au compteur et après je fais demi-tour, quoi qu'il arrive. Bon, ben, je finis à toutes fins utiles, je finis la réponse à la question. Donc, cet empire de la nécessité semblait désespérant, quoi. Plus notre connaissance s'étend, plus se rétrécit notre espérance qu'il y ait un domaine où la liberté est possible, où tout ne soit pas y égale f de x, sans que la réciproque soit valable. Et voilà qu'intervient Hume. Hume dit « Je mets une casserole sur le feu. J'attends que l'eau bout. » Une casserole d'eau, pardon.
Lorsqu'elle bouge, je regarde le thermomètre, il marque 100 degrés. Je fais l'expérience plusieurs fois. La même chose se répète. Je peux donc écrire, je ne sais pas si je dois, mais je peux écrire l'eau bout à 100 degrés, comme une loi de la physique, comme un principe de la physique. Hume dit c'est illégitime. C'est un coup de poker. C'est pas faux, je ne dis pas que c'est faux. Il dit, en bon anglais, il est empiriste. Donc il n'énonce que ce que l'expérience montre. Et l'expérience montre bien que cette eau-là, quand je l'expérimente ici et maintenant, ou demain à 5 heures ou après-demain, bout à 100 degrés. Mais de là à faire le saut, le salto mortal, c'est pas le saut mortel, où je dis partout et toujours, y compris dans les autres galaxies, le bout à 100 degrés, c'est un risque que je prends qui me fait sortir de la garantie de l'expérience. Donc je fais confiance. Et en fait, ce que je prends pour la loi, donc ici, quand Hume a l'air de ruiner la certitude de la physique, n'est-ce pas, ce que je prends pour la loi, c'est-à-dire, je cite Hume, une liaison objective entre les phénomènes, je ne sais pas moi, entre les mouvements de la Lune et les marées, par exemple, est en fait due à l'habitude, c'est-à-dire un principe subjectif. C'est moi qui associe les deux parce que j'ai souvent l'habitude de les voir liés. Ainsi, j'ai souvent fait l'expérience moi-même, je demande à une assistance parmi les phrases suivantes, lesquelles vous semblent les plus certaines, pas, le tout est plus grand que la partie, demain il fera jour, si A égale B, B égale A, beaucoup disent demain il fera jour. Et on le répète souvent comme une chose qui va de soi. Or, en Laponie, c'est faux. C'est dans 6 mois qu'il fera jour. Ce qui est la preuve que Hume n'a pas tout à fait tort de dire que ce qu'on prend souvent pour la loi, principe d'une liaison objective entre les phénomènes, autrement dit qui s'exercerait même si on n'était pas là, repose en fait sur un principe subjectif qui est l'habitude. Et Kant, pour résumer cette initiative de Hume, à cette formule qui est devenue plus que célèbre, Hume m'a réveillé de mon sommeil dogmatique. Je m'endormais sur Newton. Vous voyez, tout est déterminé, ça rend la morale problématique, à quoi ça sert de dire que dois-je faire, de toute façon, admettant même que je trouve le principe du bien, je n'aurai pas le moyen de réaliser puisque tous mes mouvements sont déterminés, je n'ai pas le choix, et ainsi de suite. Avec une cohérence que n'ont pas les déterministes en général. N'est-ce pas ? Donc, très important ce qu'on est en train de voir. Donc, elle a raison ici, maléfique, de dire qu'il y a bien une tension entre la critique que fait Hume de la causalité, car c'est ça, la causalité scientifique, qui n'est pas si évidente qu'il soit. On peut dire que toute la critique de la raison pure de Kant est un gigantesque effort pour essayer de rendre compte de la causalité. Voilà, une autre fois, on verra comment il s'en sort, hein. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Il n'y a pas d'autres questions, si j'ai bien compris, Philippe. En tout cas, merci à Maléfique pour cette très bonne question épistémique. Ben, dans ce cas-là, on va faire quelques pas de plus la prochaine fois. Je vous enverrai le plan, ce sera sans doute mercredi prochain. Et il est possible qu'on ait un invité, hein, je ne vous dis pas encore l'identité parce qu'il y a plusieurs hypothèses, mais c'est une formule à laquelle nous tenons depuis longtemps et nous avons souvent eu le tort de remettre à plus tard. Et ben, cette fois-ci, elle va passer dans les actes, nous aurons un invité à qui nous poserons, et peut-être vous aussi, vous aurez le loisir de poser des questions, quelqu'un que certains d'entre vous connaissent au moins par ses œuvres. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Et je vous dis donc sans doute à mercredi prochain en vous remerciant 1000 fois pour votre assistance et votre participation.